Imaginez cette situation. Votre application fonctionne parfaitement. À 10 utilisateurs, à 100, mais à 1000, elle commence à ralentir sérieusement. Elle rame. À 10 000, elle tombe carrément. Et personne ne l'a vu venir, parce que personne n'a jamais vraiment testé la performance. Les tests de performance font peur parce qu'ils semblent complexes, réservés à des experts, à des grandes équipes, à des architectures sophistiquées. La réalité, c'est que oui, c'est vrai, dans des situations, hyper, complexes, c'est le cas, mais on peut commencer simplement avec des outils accessibles et obtenir des informations décisionnelles très rapidement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui lors de ce podcast de la Guild. Voyons déjà un peu le vocabulaire, on peut un peu s'y perdre et c'est souvent source de confusion. Premièrement, le test de charge. On envoie pour ce type de test un volume croissant d'utilisateurs par palier de façon simultanée. C'est ce qu'on appelle les accès concurrents, vers l'application auquel on veut observer le comportement et identifier les seuils de dégradation de performance. Là, on va vraiment se poser une question, c'est à partir de combien d'utilisateurs simultanés les performances se dégradent, c'est-à-dire qu'on commence à ralentir au moins sur des temps de réponse. L'autre, type de test, c'est ce qu'on appelle un type de stress. Là, on va essayer de pousser l'application à ses limites. Au-delà du cas, du seuil où les performances se dégradent. On va voir une situation de ce je pourrais dire de saturation. Est-ce qu'elle va tomber proprement? Est-ce que ça va tu vas avoir une charge qui diminue? Est-ce que ça va totalement être aléatoire? Heu, voilà, on va vraiment voir ce qui se passe lorsqu'on a atteint ce niveau de saturation, voire jusqu'à la faire s'écrouler totalement. Le test d'endurance, c'est aussi un autre type de test où on maintient, une charge qui représente grosso modo ce qu'on pourrait voir en production, plus ou moins modérée, pendant une longue durée. 12 heures, 24 heures, 48 heures. Moi, je faisais souvent des tests de 24 à 48 heures, parce que je faisais des tests de performance, dans le monde, du retail. Le but, c'est de voir ce qui se passe dans le temps, notamment les fuites mémoire, les fameux memory leaks, ou s'il se passe des dégradations et des comportements un peu bizarres, avec un trafic constant et qui représente quand même le flux moyen en production. Donc est-ce que ces performances restent stables sur la durée, ou pas? C'est ça que ça essaie de voir. Voilà les grands 3 types de tests, il y en a plein d'autres, on pourrait débattre dessus. Mais pour commencer, moi ce que je te conseille, c'est de commencer déjà sur le test de charge. C'est le plus accessible, le plus informatif et il ne nécessite pas forcément au début d'avoir une configuration, isoprod. Donc avant de te lancer, il faut déjà comprendre ce qu'on va chercher à mesurer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme information? Bien avant, l'outillage. Donc, ce qu'il faut regarder déjà, c'est le temps de réponse pour chaque requête. Combien de temps l'application met à répondre? On va voir le temps de réponse moyen, mais aussi le percentile, notamment le percentile 95 qui correspond au temps de réponse au-dessous duquel 95 des requêtes se situent. C'est un peu plus efficient que la moyenne qui masque les pics importants qu'il peut y avoir, clairement, dans les temps de réponse. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est le flux, le débit, vous allez le voir souvent dans les outils, ça s'appelle, throughput. C'est le nombre de requêtes que le système traite par seconde, dans des conditions de données. On peut appeler ça aussi, des transactions par seconde. C'est voilà, la capacité brute du système et ce qu'il peut encaisser et ce qui est représentatif en concurrent. Ce qu'il faut aussi voir, c'est le taux d'erreur de vos requêtes. Combien d'erreurs vont être, en KO et qui vont échouer lorsque la charge augmente. J'ai aucune erreur quand je reproduis la même action avec une personne, 5 personnes, 10 personnes. À partir de 100, je commence à avoir des erreurs. C'est quoi ces ressources, ces problèmes? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement? Est-ce que j'ai un problème ponctuel de réseau, de base de données? Voilà un peu ce qu'il faut regarder. Donc ça, c'est intéressant à voir et au-delà de tout ça, il va falloir regarder les ressources. Parce que le temps de réponse, le temps d'erreur et le débit, ben, c'est le symptôme de ce qui se passe vraiment, sous le capot de votre système.
Donc il faut regarder la CPU, la mémoire, les connexions aux bases de données, comment toutes ces ressources sont consommées et si elles atteignent une certaine limite. La taille de votre réseau aussi, si vous êtes sur un réseau à 100 mégabits, ça peut être compliqué, alors que sur un gigabit, ça va être beaucoup plus facile de gérer, de le mettre en place. Dans votre outillage aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle l'injecteur. Là, vous allez avoir des outils qui permettent de simuler, heu, le trafic. Donc eux aussi, il faut regarder qu'ils ne sont pas en saturation parce que sinon on va avoir des temps de réponse qui augmentent alors que sur votre système under test, ben, la CPU, la mémoire, la base de données, bah, tout se passe bien, mais vous avez oublié de regarder l'injecteur, de voir si, bah, il était suffisamment bien dimensionné. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc pour bien démarrer, lorsqu'on n'a pas forcément, d'expertise sur les tests de performance, moi je vous conseille 3 étapes assez simples, assez basiques plutôt, pour essayer de le mettre en place. Comme dans toute, activité de test, il faut avoir une stratégie et donc avoir une stratégie, c'est déjà de définir, ben, déjà notre objectif. Quel est l'objectif du test de performance? Pourquoi on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et est-ce on va avoir de nouveaux clients et on veut savoir si notre infrastructure va répondre? Est-ce qu'on fait une application retail et on va avoir des grosses promos qu'on veut mettre en place et qu'on veut le regarder? Est-ce qu'on a signé un contrat, avec des SLA sur des temps de réponse, moyens et hyper spécifiques sur certaines transactions? Ça, c'est super important à regarder pour pouvoir le définir, le monitorer et s'assurer que tout se passe bien, pendant la phase de développement. Le deuxième, c'est vraiment d'identifier vos scénarios critiques. On va pas reprendre tous les cas de tests fonctionnels, tous les cas de tests automatisés. On va aller essayer de voir déjà les deux, trois parcours les plus fréquents, heu, qui font que si ça ne marche pas, notre business ne va pas tourner. Par exemple, ça va être, de la connexion jusqu'au tunnel de vente, pour un site retail. Donc ça, c'est évident que ça doit bien fonctionner. Donc le but, c'est pas d'en avoir 150. Si on commence à en avoir plus de 6-10, ça va être compliqué au début d'avoir, quelque chose qui nous permet, bah, de faire du test de performance et pas que du scripting, globalement. Et après, ben, c'est de lancer votre premier test. Là, vous utilisez un outil open source, heu, qui peut être facilement accessible pour un testeur automaticien ou pour, un développeur, que ce soit avec SX, JMeter ou Gatling. Ça, il y a beaucoup de documentation, il y a plein de vidéos et on peut vite le mettre en place. Je vous conseille de mettre un premier test avec déjà 10 utilisateurs et après vous montez petit à petit de 10 en 10 jusqu'à 50 puissants et vous voyez le temps de réponse. Faites-le là déjà sur vos machines virtuelles, n'essayez pas d'aller trop vite, trop loin, sinon vous allez vite saturer. Voilà, faites des premières évaluations et à partir de là, vous pouvez commencer à voir si tout se passe bien, si tout est efficace et bien sûr, c'est que la première étape, c'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment après, voir ce qui se passe en prod, ben, il faut peut-être, mettre des environnements dédiés, des équipes dédiées pour pouvoir tout mettre en place. Une fois que vous avez lancé vos tests, il va falloir quand même analyser ces résultats et communiquer sur ces résultats pour les bonnes actions. Donc un rapport de test qui est mal lu, mal expliqué, ben, ça va être compliqué de faire comprendre sur les actions qu'on doit mettre en place. Donc il faut vraiment expliquer, il est où le point de rupture, il est où le risque par rapport à ce qu'on avait prévu. Il faut vraiment regarder tout ça et voir un peu ce que le système est capable d'encaisser et si, on risque d'atteindre cette limite en production ou pas. Attention aux moyennes. Les moyennes, c'est bien pour faire des comparaisons, c'est moins bien pour voir l'expérience réelle d'utilisateur. Le temps de réponse moyen est une bonne chose pour la comparaison. C'est un peu moins bien si on veut voir si, on souhaite que les temps de réponse soient bons pour les 95 ou 99 de nos utilisateurs. Donc c'est le P95 et le P4. Ça reflète l'expérience réelle telle qu'elle sera certainement ressentie en production. Donc une fois que vous avez des résultats, il y a une décision à prendre et donc il faut lier les 2. Surtout s'il y a des actions de correction à prendre. Donc il est utile d'en faire quelque chose qui soit utile. Par exemple, le système répond en moins de 2 secondes jusqu'à 200 utilisateurs simultanés. Au-delà, le temps de réponse dépasse le seuil acceptable. Si ça se trouve, on n'aura jamais 200 utilisateurs simultanés, donc il y a pas de risque. Mais par contre, si on sait qu'on va
atteindre les 300-400 et ben là, il faut vite, prendre des décisions, voir est-ce que c'est un problème de configuration, de gestion, de code. Il faut rajouter des machines. Bref, plein de possibilités qu'il faut discuter et résoudre en équipe. Bref, le test de performance, on en fait toute une montagne et c'est clairement un métier d'expertise et de niche, mais il y a certaines choses qui peuvent être initiées pour pouvoir voir quand même, heu, des informations qui nous permettent de quand même se rassurer dès le début du développement. Pour cela, n'oubliez pas, il faut que vous définissiez votre objectif, que vous mesuriez les bons indicateurs et que vous communiquiez correctement, les résultats. Donc les tests de performance ne nécessitent pas forcément, des experts pour commencer. Nécessite d'être clair, d'être discipliné et d'être honnête avec les résultats. Et une fois, heu, qu'on a commencé cela, bah, on verra si ce sera le bon moment pour faire appeler un expert en fonction du trafic, du business, de la complexité de notre système qui va évoluer. Donc pour résumer, commencez petit, un scénario, un outil, un objectif et construisez petit à petit votre stratégie de test de performance et bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'experts de tests de performance, pour pouvoir aller plus vite et être plus efficace par la suite. Je vous dis à très bientôt dans la guilde.